Ravi de vous retrouver donc pour la deuxième partie de cette émission consacrée, vous l'avez vu, à Domfront en Champagne. Ce soir, nous accueillons nos chroniqueurs habituels autour de la table. Evelyne Fallampin, bonsoir. Bonsoir Bruno. Notre ami Pilou Souchère, qui rêve de faire parler les enfants en patois. Salut Pilou. Bonsoir. Anaïs Duguet sera là aussi pour nous parler du miel et de porte ouverte à la mielerie du Grand Lucé le 18 novembre prochain. Bonsoir. Bonsoir, tout à fait. Et Pascal Mariette pour nous revenir, on va dire, sur le Domfront en Champagne et pour explorer un peu plus en avant encore l'histoire de cette magnifique commune. Petite, mais non sans charme. Non sans charme, mais avec un patrimoine quand même assez important. On commence par l'époque romaine, si vous voulez, parce qu'on oublie que sur les cartes Michelin, je dis toujours dans les années 60-70, si vous retrouvez des vieilles cartes Michelin, vous allez voir qu'à Domfront, il y avait écrit Camp de César. Et des camps de César, il y en a plein en France, dans pratiquement, je ne vais pas dire dans tous les départements, mais on est sur le grand axe Le Mans-Jubelin. Et il y a une colline juste au plus près du centre-bourg de la commune. Et si vous allez sur cette hauteur, voilà, on la voit de la salle polyvalente. Et cette butte au Pidum, on pourrait presque dire. Et si vous vous approchez, donc c'est privé, vous pouvez rester que dans les petits chemins communaux qui sont autour. On aperçoit bien les fossés, enfin le fossé qui entourait donc cette butte, et puis les talus. Et il y a encore quelques années, moi quand j'étais gamin, quand j'allais avec... au collège, j'étais au collège, je crois, on voyait encore quelques murs qui ont malheureusement disparu, ou j'ai pas osé chercher trop, mais il restait encore quelques éléments en pierre. Donc vraiment, c'est un site assez remarquable. Puis en plus de là, on voyait très très loin, on voyait, je pense, la butte Voyère qui est de l'autre côté de la forêt de Sillé, et on apercevait Le Mans de l'autre côté. Là, c'est une vue où on voit le village en contrebas, vu depuis le fossé. Enfin, et c'est un site qui est atteignable par les voies de randonnée pédestre. Oui, voilà, tout à fait. Il y a un joli chemin de randonnée qui part du bourg, qui fait vraiment une boucle. Et là, vous allez pouvoir découvrir le beau patrimoine de Domfront. Et puis surtout, quand on tourne un petit peu autour, on s'aperçoit bien des collines, du vert, du bocage un petit peu qui reste. Il en reste un petit peu quand même. Et voilà les points de vue que l'on peut avoir, surtout sur cette route de crête quand on se dirige vers la chapelle Saint-Fray. Voilà. Super. Alors, autre chose, c'est le patrimoine de la Renaissance, du 15e, après le fameux patrimoine, après la guerre de 100 ans, puisque je dis toujours après la guerre de 100 ans, le Maine était un champ de ruines, et après on a reconstruit de très beaux manoirs, donc celui de l'Abbey, site de l'Abbey, qui est vraiment important, puisqu'il y a un manoir et une chapelle côte à côte, et ces monuments historiques, ce petit patrimoine, depuis 1944, il est inscrit aux monuments historiques, alors petite tour, classique, comme on voit lors de ces émissions, des croisées, des fenêtres donc avec le meneau et la traverse. C'était tout un ensemble intéressant et qui est vraiment à voir. Mais juste à côté, il y a la fameuse chapelle de l'Abbey. Alors, chapelle de l'Abbey, l'Abbey voudrait dire détresse, pitié, malheur en traduction. Détresse, quoi. C'est voilà. Ça, en vieux français. Voilà. Et elle est consacrée à Notre-Dame de la Compassion. Donc voilà cette belle chapelle de la Renaissance, alors peut-être fin 15e, début 16e. Alors il y a une petite chose intéressante pour voir l'intérieur, la porte est fermée, mais ils ont mis des petites vitres qui permettent de voir l'intérieur de la chapelle. Et donc là, on est vraiment là aussi sur un monument historique depuis 1972. Vraiment, allez voir, c'est un très très joli site. Un très joli endroit. Voilà, vous voyez, je ne suis pas rentré à l'intérieur pour faire les photos, mais comme il y a des petites vitres pour regarder, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Et du coup, elle est privée ? Non, je crois qu'elle est... Alors là, je ne voudrais pas trop... Là, tu me poses une drôle de question. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas, peut-être effectivement qu'elle a un caractère privé. Il me semblait qu'elle était publique quand même. Et dans les manoirs aussi, on a un autre manoir que je connais depuis très longtemps, depuis gamin, qui s'appelle Val-au-Brun. Et Val-au-Brun, c'est malheureusement, je l'ai connu en vie avec des gens qui vivaient à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un petit peu laissé à l'abandon. Mais ça vient d'être acheté, donc j'ai espoir que ce soit restauré. Mais c'est aussi un très très beau logis du 15e, fin 15e, début 16e. Il y a du boulot, hein, mais on a encore, derrière, il y a encore une tour avec son fameux escalier en vis. D'accord. Superbe.
Et puis, autre site monument aussi historique, puisque la commune en compte quelques-uns quand même. Bon, l'église, effectivement, donc j'aime bien montrer ce côté-là, c'est le côté que l'on ne voit pas, c'est de l'autre côté par une petite ruelle, mais surtout juste à côté, il y a la mairie. Alors la mairie, elle a été construite en 1777, mais au départ, ce n'était pas une mairie. Et c'est une très très belle bâtisse. Donc 1777, on est un petit peu avant la Révolution française. Et donc, on connaît le nom de l'architecte, c'est Don Athanase de Pillet, qui était donc moine à l'abbaye de Champagne, et puis surtout son commanditaire, c'est-à-dire celui qui dirigeait la cure depuis 1772, qui fait construire cette belle maison, qui s'appelait, alors écoutez, c'est vraiment un noir à longe, Charles-Emmanuel Lepelletier de Femusson, et donc qui est issu d'une grande famille de notables du Mans. Et donc, si on rentre à l'intérieur, c'est la mairie, on retrouve l'escalier 18e, comme on en trouve beaucoup dans le Vieux-Mans, dans les maisons du Vieux-Mans, avec ses balustres tout à fait dans le style 18e. Donc, a été restauré. On a eu la chance de la visiter à l'occasion du reportage, justement. Et c'est vrai qu'il y a uniquement le rez-de-chaussée pour l'instant qui est utilisé, parce qu'à l'étage, il y a encore pas mal de travaux de rénovation en perspective. Il y a du boulot. Et même les enduits sur la façade nord ont un petit peu travaillé. Ouais. Mais regardez cet ensemble qui vraiment, c'est une très très belle mairie pour la Sarthe. Et juste à côté, on a su intégrer la salle polyvalente. Alors, on a l'église, la mairie, et de l'autre côté, derrière moi, eh bien, il y a la salle polyvalente, qui, elle, est pour moi une très très belle salle polyvalente en architecture contemporaine. C'est dû à une agence, un cabinet de Châteaubriand. C'est Xavier Ménard, architecte, qui a conçu ce fameux espace Donfront, qu'on a vu aussi lors de la première partie. Et là, c'est des belles salles très ajourées, ouvertes sur le paysage, ouvertes sur l'oppidum. Vraiment, on est dans quelque chose de soigné au niveau de la ligne. C'est très lumineux, couleurs, c'est vrai. Les volumes. On peut admirer le panorama. Et regardez, voilà, la couleur du bac acier, si on peut dire, qui est sur les murs, qui est très proche de la tuile et de la pierre de Roussard. Et puis surtout, à l'intérieur, on a ces baies très ouvertes sur le patrimoine. Et puis en plus, sur le patrimoine végétal, mais aussi sur des œuvres d'art qui se retrouvent dans un petit patio derrière. On est vraiment dans quelque chose de très, très, très intéressant. Et tout près de l'église, on voit le clocher qui dépasse, le clocher qui penche, et juste à côté, la mairie. Merci Pascal. Donc c'est un endroit où il fait bon vivre, contrairement à l'extérieur en ce moment. C'est vrai qu'il fait froid et surtout il pleut. Je crois que c'est une thématique qui vous inspirait Pilou, oui, effectivement, j'ai choisi aujourd'hui de vous partager quelques expressions sur un thème on ne peut plus d'actualité, effectivement, en ce moment, qui est la pluie. Effectivement. Donc déjà, comment on traduit le mot pluie en patois sartois? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une petite idée autour de la table? Il pieux de Lio. Ah, peut-être. Alors, il pieux, alors on dit la pieux, effectivement, ou la pied. La pied. Mais voilà. La pluie, c'est de Lio ou c'est... Ah bien sûr, c'est de Lio. C'est la pieu. La pieu. Ah non, tiens, tu vois, ça vient de s'afficher la pied ou la pieu. Donc effectivement, comme l'a dit Pascal, la pieu. Bon. Donc alors du coup, pour commencer, donc on rappellera la phrase bien connue de nous autres les Sartois, qui est... Quelqu'un veut la lire? Ah bah. Il y a le temps qui s'appelle Nodi, il va chez une Nornope. Il va chez une Nornope, oui, tout à fait. Donc on a besoin de la traduire ou pas? Même moi, je l'aime. Ouais, Même moi, on me l'a appris. Ouais, c'est un classique. Voilà, c'est un classique, effectivement. Le temps qui se gâte. Alors, on dit aussi donc une piochée aussi pour une grosse averse. Et donc, alors pareil, on a ces variantes. Certains diront donc une renopée et d'autres une ernopée. L'arnopée. Voilà, ou une ernope même complètement, directement. Donc ensuite, nous avons aussi Sétinoué. On va avoir une bonne dallée. C'est tout noir. Ouais. En fait, c'est en effet donc une variante qui veut dire mais exactement la même chose que la première. Voilà le temps qui s'appelle Nodi Vachonernopé. Donc c'est-à-dire en fait que le temps se couvre et qu'il va tomber une grosse averse. Une grosse averse, d'accord. Vraiment, c'est ça. Une bonne dallée. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, donc pour finir, donc dans le même esprit de la grosse pluie, on pourra dire aussi la dernière. Quelqu'un me la dire? Allez, Dame Falempin. Emeline, allez. Temps est beau.
On aurait bien une pissée. Ah, Voilà, le temps est bon, on aurait bien une pissée. Hein, donc là, c'est effectivement toujours pareil, dans la même signification. C'est encore des variantes. Donc, alors, je vous ai gardé quand même un petit dernier succulent pour signifier une grosse averse aussi en Sarthe. Hein, nous avons donc un Nakaudio. Hein, voilà, alors là, qui s'écrit comme ça, un Nakaudio. un Nakaudio. Voilà, donc là, non, ça parle à personne, ça. Non. Donc alors là, c'est vraiment l'averse, mais subite et torrentielle, quoi. Vraiment, c'est Comme j'ai pris ce matin une douche qui arrive. c'est le déluge, quoi. Vraiment, ça. mais vraiment qui arrive subitement, quoi. Donc alors, on pourra dire aussi, donc ça a chaillé, d'accord. Ça a chaillé, d'accord. De par le fait. Plus difficile à retenir, ça. Ouais, Ça un veut peu dire difficile. quoi, aka, à la base Et ben c'est ça, c'est la grosse trompe d'eau, quoi, en fait, vraiment le rideau, quoi, hein, vraiment, où là, on voit pas un aka. Et alors, ça s'utilisait aussi pour les grands buveurs. Hein, les grands buveurs, puisqu'on disait aussi boire d'aka, et boire d'aka, c'était boire en grande quantité, quoi. Donc là, on a fait un petit peu le tour donc, des grosses averses. Donc, si je vous dis à quelqu'un une berouée, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Une berouée. On connaît la berouetée, mais oui, la berouetée, oui, bien sûr. Là, on est en lien avec la berouette. Non. La berouée. Eh ben non. Donc, alors, c'est la même chose. Si vous voulez, je vous aide. C'est la même chose que la berouaille. Qui va arriver ensuite. Hein, la berouaille. Ça aurait été dommage. Voilà, non? Ça vous aide pas plus? C'est une bonne indication, mais... Personne pour la berouaille. Et ben donc, en fait, c'est une des nombreuses significations, hein, car notre langue a un vocabulaire varié, bien évidemment. Et donc, on dit ça quand on parle de brouillard, de brume ou de bruine, hein, de petites bruines. Donc, on dira donc, par exemple, hein, la future phrase... Allez, ouais, je te sens bien. Ça a berouiné toute la matinée, alors je sais tout gainer. Alors, je sais tout gainer. Je suis tout mouillé. Je sais tout gainer, ouais, tout ça, voilà, c'est ça. Okay. Donc, ça a berouiné toute la matinée, donc ça a effectivement alors, la petite bruine du matin, là, qui reste tout le temps. Donc, alors, pour les synonymes, on en a une belle flopée. Hein, donc, on a berouiné, berouassé, berouillé, ou tout simplement une berouée, comme on a vu. Donc, vous voilà prêts à continuer donc d'affronter, tout du moins, la pluie. Bon, vous saurez dire face à quelqu'un qui causant que de la pieux, mais point du biotan, hein, bien sûr. Et alors, pour finir, je vous ai réservé ma petite phrase sartoise préférée sur la pluie. Allez. Qui est... On jette à l'eau. Pied d'amont dure la journée au long. Hein, c'est beau, ça. Hein, on sent quand même qu'une fois de plus, notre méniot est poétique. Il y a de la poésie. Il y a de la poésie. Alors, vous arriverez à traduire à peu près? Non. Pied d'amont, amont, alors on le dit souvent pour contre, ou on rencontre. Donc, la pluie qu'on rencontre en général, plus ou moins le matin, dure toute la journée. Ah, ok. Merci, Pilou. C'était de l'embarras de plaisir, mon gars Bruno. Pour toutes ces belles choses, on aura vraiment appris des mots qui vont nous servir pendant encore quelques semaines. Surtout en ce moment. On peut l'imaginer, ouais. Merci. Anaïs Duguet, bonsoir. Bonsoir. Donc, on ne va pas parler de patois parce que vous êtes trop jeune, j'imagine que même en étant sartoise, mais on va parler de miel, puisque dans quelques jours, le 18 novembre, vous inaugurerez un week-end placé à la mielerie du Grand Lucé. C'est la première fois ou c'est une chose qui se passe tous les ans? Je propose régulièrement des visites de la mielerie, notamment grâce à Carnuta, le musée du bois à Jupille. Ouais. On le fait en partenariat. Je l'ai notamment proposé la visite lors de notre marché de producteurs la semaine dernière pour les 2 ans du marché. Je propose la visite du bâtiment, mais également donc, la mielerie, comment on extrait le miel. Et également, je propose de montrer une ruche. Je l'ouvre, mais il n'y a pas d'abeilles dedans, ce n'est que des photos pour des questions de sécurité. Je fais également des dégustations de miel. On a environ 9 miels sartois qu'on produit dans un rayon de 20 km tout autour de notre mielerie au Grand Lucé. D'accord. Alors on dit que les Français raffolent du miel. Est-ce qu'en Sarthe aussi, on consomme beaucoup de miel? On consomme beaucoup de miel. En France, on produit que 30% par rapport à ce qui est consommé. Et est-ce qu'en ce moment, justement, à l'image, j'ai un peu la voix enchiffronnée, justement pour soigner, le miel est un bon remède?
Tout à fait, c'est un remède de grand-mère, comme on peut dire. Il y a aussi la gelée royale pour booster le système immunitaire qui est pas mal utilisé en ce moment en cure. Alors, lors de cette visite, on pourra voir comment s'organise justement la colonie d'abeilles, puisqu'on le sait, chacune a un rôle bien particulier. C'est ça, chaque abeille a un rôle à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Son rôle au sein de la colonie va évoluer les premiers jours de sa vie. Elle va être nourrice, elle va se charger des larves. Après, elle va aussi aller prospecter les environs pour trouver les prochaines mielées, les sources de nectar, comme aussi être nettoyeuse ou alors cirière, produire de la cire pour construire à l'intérieur de la ruche. Alors cette miellerie que vous avez reprise, parce que c'était vos parents au préalable, comment vous l'avez développée aujourd'hui? C'est combien de ruches? C'est combien d'abeilles? Alors, pour les abeilles, ça va être compliqué de donner un chiffre. En millions. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on a repris la suite de mes parents, Sophie et Patrice Duguet. Avec mon conjoint Ulysse Le Guilherme, nous, on a entre 400 à 500 ruches en production de miel. Ah oui. On multiplie notre cheptel pour également le vendre à d'autres apiculteurs professionnels. On a une race spécifique d'abeilles qui s'appelle la Buckfast, qu'on multiplie et qu'on sélectionne. Donc là, à l'hivernage, au total des colonies, on a à peu près plus de 1000 colonies, en ruches et en ruchettes. Et vous faites partie des plus gros producteurs, enfin sartois, bien évidemment, peut-être régionaux aussi, parce que vous exportez peut-être à l'étranger aussi? Non, on n'exporte pas. Là, que ce soit pour notre miel, on le vend surtout en Sarthe. Et après, pour tout ce qui est produits d'élevage, donc les essaims, les colonies, là, on vend à nos collègues français, apiculteurs français. Ouais. On n'est pas spécialement la plus grosse entreprise. On est à peu près 12 professionnels en apiculture en Sarthe qui ne vivent que de ça. Est-ce qu'en raison des polluants, est-ce qu'en raison de la sécheresse, ça modifie un peu l'écosystème? Est-ce qu'au niveau des abeilles aussi? L'apiculture fait partie du milieu agricole, ouais. Donc on est dépendant de la météo et du vivant. Donc effectivement, les changements climatiques jouent énormément sur nos abeilles comme les quantités de miel récoltées. Et puis, vous me disiez en préambule, vous avez organisé aussi un marché qui a eu lieu le week-end dernier avec un franc succès, puisqu'il y avait 22 producteurs locaux, on va dire sartois, qui étaient présents. C'est quelque chose que vous allez aussi renouveler dans les semaines qui suivent, en prélude à Noël, parce que c'est une bonne période aussi pour la vente de miel, notamment. À partir du moment où on a repris la suite de mes parents, on a créé donc ce marché de producteurs qui a lieu dans nos locaux, dans la zone artisanale de la Prairie au Grand Lucé. Chaque samedi, donc tous les samedis matins, on est entre 8 à 12 stands, tous producteurs et artisans sartois. On peut avoir le maraîcher, les pommes, fromage, la volaille, le porc, etc. Et on a fêté nos 2 ans samedi dernier. Donc ça a lieu tous les samedis matins. Alors pour la journée porte ouverte du 18 novembre, comment les gens doivent-ils s'adresser? Auprès de qui doivent-ils s'adresser? Est-ce que c'est sur Internet ou vous appelez directement? Ou est-ce que les visites sont libres? Là, c'est en partenariat avec Carnuta, donc il faut s'adresser à Carnuta pour pouvoir réserver et venir. Et la visite se fait en 2 parties, donc vraiment on montre le bâtiment, comment fonctionne la machine, mais aussi on parle de la vie d'une abeille dans la colonie et on fait une dégustation de nos miels. Super. Ben merci Anaïs d'être venue nous parler de cette belle initiative et de ce rendez-vous qui attirera forcément beaucoup d'abeilles et aussi de spectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Ma chère Emeline, l'heure est venue de parler des commerces, Manceau et Sartois. Alors, quoi de neuf sur vos tablettes? J'imagine qu'il y a le choix chaque semaine. Exactement. On va parler d'un restaurant indien à la Ferté-Bernard, d'une boutique qui déménage de La Flèche à la galerie Main Street à Rue-Audin, ainsi que d'un restaurant qui change d'enseigne. Et on va évoquer aussi la fermeture de deux commerces bien connus dans leurs villes respectives, donc du Mans et de Sablé-sur-Sarthe. Tout d'abord, effectivement, on part à la Ferté-Bernard pour le restaurant donc Fast Biryani qui a ouvert le 3 novembre au 8 rue Ledru-Rollin à la Ferté-Bernard. C'est donc un restaurant de spécialité indienne, comme je le disais, qui est ouvert donc par Imran, qu'on voit actuellement à l'écran, qui est un ancien Parisien qui a toujours voulu ouvrir son restaurant, puisqu'il est d'origine indienne. C'est clairement plutôt typique fast-food, en clair. Vraiment des spécialités indiennes, mais en revisité, on va dire, d'une certaine manière. Exactement. Donc, à la Ferté-Bernard, il n'y en avait pas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent découvrir la cuisine indienne. Ouais. Exactement.
2 salles, 2 ambiances. Je vous emmène à Main Street pour découvrir l'ouverture qui a eu lieu le 28 octobre de la petite robe dorée, dans la galerie du Main Street. Donc, vous pourrez trouver évidemment toutes sortes d'habillements pour les femmes dans toutes les tailles. Et pour ceux qui ne savent pas, Main Street, c'est... Main Street, c'est à Rue-Audin. C'est donc, il y avait Family Village. Okay. C'est la zone commerciale à côté, donc avec le Grand Auchan et la galerie commerciale. Et donc d'autres boutiques évidemment. Il y avait actuellement trois marques qui étaient présentes dans la galerie. Et donc la petite robe dorée, la spécificité, c'est que c'est une jeune femme qui est indépendante. C'est pas une chaîne, c'est pas elle choisit elle-même ses collections, elle choisit elle-même ce qu'elle veut vendre. Donc Clémentine Bougon, et elle était initialement installée à la Flèche, les locaux étant trop exigus par rapport à ce qu'elle pouvait les vendre, elle a décidé effectivement de s'installer. L'opportunité en tout cas a eu lieu pour s'installer dans la galerie du Main Street. Elle est ouverte donc du lundi au samedi entre 10h et 19h30. Si vous voulez aller faire des cadeaux, c'est le moment. On est en pleine période. Si vous ne voulez pas faire de cadeaux, mais que vous désirez plutôt aller manger un bout, du côté de Roisey-sur-Sarthe, l'ouverture d'un restaurant, donc ça s'appelait avant les Berges Sartoises, et c'est désormais Au Gourmet Sympa qui ouvre. Voilà, un changement de propriétaire. C'est de la cuisine traditionnelle, avec des menus ouvriers et des menus familiaux ou amicaux le soir. 20 rue de la Mairie à Roisey-sur-Sarthe. Et donc, c'est Séverine et Lucas qui sont mère et fils. Ah, ok. Super. C'est plutôt rare. Le petit plus, c'est que ce sont des produits locaux. Ah, double intérêt. Exactement, d'où l'intérêt. Et au niveau pratique. Peut-être, ça peut. Pourquoi pas aller proposer du miel à Séverine et Lucas. Et au niveau de l'amplitude horaire, c'est de 7h30 à 20h30, y compris, et le vendredi à 22h30 pour pousser un peu plus tard. Donc c'est une belle amplitude horaire pour un restaurant. Et enfin, moins réjouissant, 2 fermetures. La première, si vous aviez l'habitude, Bruno, Pascal et vous, mademoiselle, de vous balader au centre des Jacobins, l'Intrépide, ça faisait l'angle à la rue de l'Étoile, et bien l'Intrépide ferme. C'était spécialisé donc dans les BD, les mangas, la pop culture. C'était plutôt très connu, en tout cas dans la jeune génération, ou peut-être moins jeune d'ailleurs. Oui, parce que voilà. Non, mais on va jeune, du coup. La pop culture, c'est notre génération. Oui, et puis la vitrine attirait beaucoup l'œil, parce qu'il y avait des figurines pop. C'est encore un pas de porte vacant, parce qu'il y en a quelques-uns justement dans ce quartier. Et pourtant, on est vraiment dans le centre-ville. C'était au 11 rue de l'Étoile, et donc à partir du 10 novembre à 17h, donc ce vendredi, le propriétaire va organiser une vente exceptionnelle à prix cassé pour liquider son stock, et le 7 décembre, ce sera terminé, ce sera rideau baissé, donc on lui souhaite de bien rebondir, puisque c'est un ancien basketteur. Et enfin, Sablé-sur-Sarthe, une autre institution, c'était la bijouterie Brousse, qui était située au centre-ville à 8 Grandes Rues, qui n'était pas là depuis avant-hier, puisqu'ils étaient là depuis 1932, janvier 1932. Mais suite au départ en retraite du bijoutier suivi de sa femme, actuellement, la boutique va cesser toute activité au 31 décembre 2023. Donc, 2 mois, ça part pour 2 mois de liquidation. Et ensuite, ce sera terminé aussi pour la bijouterie Brousse. On espère qu'il y a un autre commerce qui prendra la suite, puisque c'est un emplacement vraiment central à Sablé-sur-Sarthe. Ok, merci Evelyne. On finit sur une note un peu tristounette, on va dire. C'est un départ en retraite, alors peut-être que cette dame, elle est contente de partir dans certains côtés, bien évidemment, c'est sûr. Et puis quelqu'un va entendre l'appel des minutes. Et voilà, peut-être la bijouterie, si exactement, on leur souhaite. Grâce à l'émission. On l'espère, Noël approche, on peut l'espérer, on croise les doigts pour eux. Les amis, merci. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci Anaïs Duguet, bonne réussite le 18 novembre. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause avec Maxime Brien, qui est un pilote professionnel de e-sport. À tout de suite.